Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Géopolitis. Aujourd'hui, on parle du projet Manhattan. Alors, qu'est-il ? En fait, c'est simplement l'initiative américaine dans le cadre de la course à l'armement nucléaire. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi est en train de prendre de plus en plus d'ampleur en Europe et on a des doutes et des peurs, en fait, surtout, que celui-ci va développer l'arme nucléaire. Donc, les États-Unis vont riposter avec le projet Manhattan qui va avoir pour but de créer la première bombe nucléaire et qui va, au final, réussir. Alors, on va accueillir différents invités. On va d'abord commencer avec des scientifiques. Thomas Masson, du Laboratoire National des Alamos, le directeur du Laboratoire National des Alamos, qui va un peu nous expliquer qu'est-ce que cette bombe atomique. Merci Omar. Donc, comme vous l'avez bien dit, le projet a réuni des scientifiques de divers domaines, dont la physique, la chimie et l'ingénierie, dans le laboratoire dont je suis directeur, le Laboratoire National des Alamos. Sous la direction du physicien Robert Oppenheimer, duquel il y a eu un film cet été, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, il a justement gagné des Oscars dans ses récents événements. Oui, bon, effectivement, c'était une manière de démocratiser le projet Manhattan dans les cinémas. Dans ce projet, les scientifiques ont travaillé en plusieurs aspects, dont la séparation de l'uranium enrichi, la fabrication du plutonium ou la conception d'une bombe utilisant les matériaux. Mais excusez-moi, mais pouvez-vous nous dire quelle est l'importance en fait qu'est-ce que cet uranium enrichi ? En quoi celui-ci a un pouvoir destructeur ? Oui, alors Omar, d'abord pour répondre à la question qu'est-ce que c'est l'uranium ? L'uranium, c'est le procédé consistant à augmenter la proportion d'isotopes fissiles dans l'uranium. Et par rapport à quelle est l'utilité de l'uranium enrichi, on l'utilise surtout à des applications comme des combustibles dans les réacteurs nucléaires. C'est pour cette raison que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser l'uranium en étant enrichi que l'uranium normal. D'accord, je vois. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, pour continuer avec l'explication, une fois les plans finalisés, la fabrication des bombes a commencé. Il y a d'ailleurs eu 2 types de bombes qui ont été développées, l'une avec l'uranium enrichi, qu'on vient d'expliquer, qui est dite Little Boy, c'était la première, et la suivante est en utilisant le plutonium, donc la bombe qui est appelée Fat Man, et a été la deuxième. Pour un peu expliquer plus facilement le fonctionnement de la bombe atomique, on va dire qu'elle contient un noyau très instable d'un élément comme l'uranium ou le plutonium. Et lorsque la bombe est déclenchée, il y a une petite quantité de ce matériau qui est soudainement poussé ensemble pour former un noyau beaucoup plus gros. Cela crée une création en chaîne où les noyaux se divisent en 2 morceaux plus petits, libérant une énorme quantité d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Lorsque cette réaction en chaîne se produit, il y a une énorme explosion et l'énergie qui est libérée, elle provoque un énorme choc, et une boule de feu qui est très intense et qui va faire une destruction très grande que plus tard expliquera mon camarade. Et excusez-moi de vous couper, et justement, en fait, c'est à ce moment-là que va apparaître le fameux champignon nucléaire qui donne un peu cette image de destruction massive à la bombe. Oui, effectivement, et surtout il faut savoir que la forme du champignon va varier en fonction de l'auteur de la bombe et de la bombe qui va être lancée. Et plus tard aussi, il faut remarquer le fait que la création de cette bombe va créer plus tard le fait de vouloir améliorer les armes nucléaires. Et actuellement, on a notamment les bombes à hydrogène, qui sont aussi appelées les bombes H, qui utilisent une fusion nucléaire pour libérer une énergie encore plus puissante que les bombes atomiques traditionnelles. Et on peut d'ailleurs s'intéresser sur le futur des bombes et quelles conséquences vont pouvoir avoir. D'accord. Alors, justement, vous nous parlez de conséquences. Alors, on va directement accueillir notre second invité, Yunlong Cao, de l'Université de Pékin, qui va nous éclaircir sur ces conséquences. Bonjour Omar, oui. Les bombes atomiques Fat Man, Little Boy et Trinity ont provoqué une destruction massive et instantanée des villes ciblées. Les conséquences humaines ont été dévastatrices. 200 000 personnes sont mortes au total, et tandis que des milliers d'autres ont souffert des brûlures graves et des maladies liées à la radiation. Excusez-moi, mais quelles furent justement ces villes ciblées en fait ? Nagasaki et Hiroshima. D'accord, donc c'est au Japon, c'est dans le contexte de la Seconde Guerre, Oui. d'accord.
La radiation libérée par les explosions a eu des effets à long terme sur la santé des survivants, tandis que les animaux. Beaucoup ont développé des cancers, des maladies génétiques et d'autres problèmes de santé liés à l'exposition de la radiation. Des effets génétiques ont également été observés chez les descendants des survivants. Et même... Comme quoi? Comme quel effet, par exemple? Par exemple, comme les Iwakusha, il y a des personnes qui ont souffert des malformations génétiques et physiques, et il y a aussi des maladies. D'accord, ok. Donc vous appelez, enfin on appelle plutôt ces personnes les Iwakusha. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Avec la radiation, même si la radioactivité diminue rapidement au fil du temps, certaines zones touchées peuvent rester contaminées pendant des décennies, voire des siècles, en fonction de la quantité d'isotopes radioactifs libérés et de la nature de l'environnement. L'explosion Little Boy a généré une grande quantité de fission nucléaire, libérant des isotopes radioactifs tels que le iode 13. Les estimations varient, mais on estime que la bombe a libéré environ 15 kg de iode, qui a une demi-vie relativement courte d'environ 8 jours. Et l'explosion Fadman a généré divers isotopes radioactifs, et principalement le iode 13 et le césium 137. Les quantités exactes de radioactivité libérées à Nagasaki sont moins bien documentées que pour Hiroshima, mais restent également significatifs. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce qu'on comprend en fait de ces différents bombardements, c'est que ça a un impact humanitaire très important, et donc on y vient vers une question un peu plus philosophique de est-ce que c'est moral, est-ce que c'est bien. Enfin, c'est certainement pas bien, mais y a-t-il une vraie utilité à l'utilisation de ces bombes? Donc, on va directement accueillir une philosophe, Serena Delacroix, pour à peu près nous éclaircir sur l'aspect philosophique de la bombe atomique. Oui, bonjour, ravi d'être ici. Alors, si nous prenons un point de vue philosophique, le projet Manhattan soulève des questions cruciales sur la responsabilité morale des scientifiques et des décideurs politiques de ce projet. L'effort monumental qui a été fait pour développer la bombe atomique a mis en lumière les dilemmes éthiques auxquels sont confrontés ceux qui poursuivent la connaissance scientifique sans discernement ni conscience des conséquences. C'est vrai que quand on y pense, en fait, la fameuse citation de Robert Oppenheimer, qui est le dirigeant, Now I am become death, the destroyer of world, qui se traduit par je suis devenu la mort, le destructeur du monde, reflète un peu cet aspect de regret qu'il a peut-être ressenti après avoir du coup développé ces armes de destruction massive. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas surprenant. Là, on voit aussi la dualité de la raison humaine, en fait. Ils sont capables à la fois de créativité et d'innovation, mais aussi de destruction et de chaos. Et dans ce cas-là, le désir de maîtriser la nature et de dominer l'environnement a été plus fort que les conséquences. Et une fois qu'il s'est rendu face à la destruction que, en quelque sorte, il en a été responsable, il est normal d'éprouver ce regret. Oui, d'accord, je comprends entièrement. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, passons à notre dernier invité qui va nous donner un autre avis. C'est un ancien militaire qui travaillait donc sur le projet Manhattan, le colonel Jones. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet, monsieur ? Donc, comme on l'a répété tous, le projet était principalement axé sur des aspects scientifiques et techniques, mais pour développer la technologie nécessaire à la production d'une arme atomique. Mais au fur et à mesure que le projet progressait, il a pris une dimension militaire encore plus prononcée. Par exemple, on avait la course aux armements nucléaires à cette époque-là. La réussite du projet Manhattan a permis aux États-Unis de posséder la bombe atomique, ce qui a inauguré une nouvelle ère dans les guerres mondiales. Cela a conduit aussi à une course aux armements nucléaires entre les deux grandes puissances, en particulier les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Oui, et donc en fait, la guerre froide, en fait, ça va vraiment amener un peu cet aspect de dissuasion nucléaire, là où celui qui aura la bombe atomique la plus efficace et celui qui l'utilisera le premier aura l'avantage à peu près sur l'autre, et ce qui va créer vraiment ces tensions. Exactement. Aussi, cette création, elle va permettre qu'il y ait un équilibre de la terreur, on dit dans notre milieu. Parce que la possession d'armes nucléaires par plusieurs pays va conduire au concept
à ce concept d'équilibre. Et cela va signifier que la menace de destruction mutuelle est assurée et dissuadée à cause du péril qu'on peut avoir si on utilise cette arme. La dissuasion nucléaire, je vous le rappelle, elle est fondée sur la capacité d'un pays à infliger des dommages inacceptables à un adversaire qui voudrait l'attaquer. Elle repose aussi sur la position de l'arme nucléaire, comme on est en train de le répéter, et sur la capacité à l'utiliser par différents moyens, terrestres, maritimes, aériens. Les armes nucléaires sont devenues un élément central de la politique militaire des États-Unis et de l'Union soviétique, aujourd'hui connue sous le nom de la Russie. Donc en fait, vraiment, cette arrivée de l'arme nucléaire a été un tournant dans toute la vision militaire et même géopolitique du monde. Les relations entre États ont complètement changé depuis l'arrivée de cette entité, de cette chose qu'on peut pas vraiment définir autre qu'une arme de création, de destruction plutôt, de chaos et de souffrance. Exactement. Ça va conduire à des nouvelles stratégies, nouvelles planifications militaires. On a dû repenser la manière de faire la guerre. On va avoir aujourd'hui des nouvelles techniques. On va faire des cyberguerres. On va les faire avec les machines, avec la technologie et l'électronique. Et ça va nous faire qu'on va plus aller se taper entre tous les autres pays. Et on va rester chacun dans son propre pays et la guerre se fera par des moyens diplomatiques ou par des moyens d'État et d'intérêt. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait même pas dire que justement l'arrivée de l'atomique en général et la bombe nucléaire va créer une sensation de sécurité d'un côté, car les guerres vont se raréfier et vont plus laisser place à des tensions, plutôt des tensions non conflictuelles, plutôt que des conflits vraiment armés avec des dégâts directs. Parce que certes, quand la bombe est utilisée, ça crée d'énormes dégâts, mais en général, comme avec la guerre froide, il y a des périodes de long calme. Là, bon, certes, il y a des conflits auxiliaires, mais en général, le monde reste à peu près en paix. Donc, est-ce qu'on pourrait pas dire que la bombe atomique amène la paix dans le monde ? Totalement. Pour moi et pour mes équipes militaires, on trouve que grâce à la bombe atomique, on perd beaucoup moins d'hommes, on a moins de risques humains et ça protège les pays, ça protège la nation et ça protège la population. Donc pour moi, c'est vraiment pas un bonheur cette arme parce que c'est quand même horrible, mais ça nous soulage au niveau militaire. D'accord, merci beaucoup. Mais je suis quand même curieux d'entendre l'opinion de Madame Delacroix, notre philosophe. Que pouvez-vous nous dire sur cette discussion ? Alors, il est clair que la bombe atomique est un exploit scientifique qui, effectivement, si nous prenons l'exemple de la guerre froide, a servi de dissuasion à une guerre potentiellement mondiale. Mais il reste vrai que les guerres et les conflits sont toujours présents au sein d'un pays ou même entre pays qui ne la possèdent pas encore. Comme par exemple la guerre du Vietnam. Oui, parfaitement. Mais il reste vrai aussi que les conflits, même s'ils ne sont pas directement par l'arme, les tensions sont toujours là. Il y a toujours une appréhension à ce qui pourrait passer, à qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un décidait de l'utiliser. Avec Hiroshima et Nagasaki, on a bien vu les conséquences. Donc, humainement parlant, la bombe atomique n'est pas une avancée. D'accord, merci beaucoup. C'était un point de vue aussi très intéressant. Eh bien, je pense que nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. Merci à nos invités d'y avoir participé. Au revoir à tous et à toutes.